La deuxième situation, c'est l'asthme. Alors, la toux, rarement, c'est pas une situation fréquente. En général, l'asthme chez l'enfant, c'est un tableau clinique typique de sifflement avec gêne respiratoire. Rarement, la toux est le seul symptôme. Mais souvent, les parents, ils vous ramènent l'enfant parce qu'ils toussent, ça les dérange. Et de temps en temps, quand vous mettez les stétos, vous leur demandez est-ce qu'ils sifflent, ils vous disent non, ils ne sifflent pas. Mais quand vous mettez le stéto, vous pouvez entendre des tout petits sifflements. Et maintenant, dans des centres spécialisés, il y a même des appareils très sophistiqués qui peuvent mesurer le souffle, enfin l'auscultation et qui disent oui, ici il y a des sifflements, ici il n'y en a pas. Bon, bref, ce n'est pas notre cas. Nous, dans notre pratique de tous les jours, il faut savoir demander à l'enfant quand il coopère de faire des expirations très profondes pour savoir s'il y a des sifflements en fin d'expiration. Alors là, ici, le diagnostic est orienté par l'atopie parentale, l'atopie personnelle, l'eczéma, la dermatite atopique, le prurite nasal, la conjonctivite allergique. Et en général, quand on fait un essai avec les bronchodilatateurs, eh bien, ça marche, ça calme la toux. OK ? En général. Alors ici, le diagnostic peut être posé par une exploration fonctionnelle respiratoire avec épreuve d'effort si l'enfant, l'âge de l'enfant le permet, parce que ce n'est pas très évident à faire chez l'enfant de moins de 7 ans. Alors parfois, on peut faire des prick tests ou demander des races si on n'a pas les prick tests à disposition. Et ici, le test thérapeutique est très important. On fait un test thérapeutique soit lors de la crise avec du salbutamol, des bronchodilatateurs, ou les recommandations du GINA, c'est de faire un test thérapeutique au corticoïde inhalé pendant 1 à 2 mois et de voir comment les choses évoluent. L'amélioration sous corticoïde inhalé, puis la rechute à l'arrêt du traitement vous pose le diagnostic. Mais ceci dit, la toux isolée, complètement isolée, équivalent d'asthme, ce n'est pas une situation très fréquente chez l'enfant. Alors, le reflux gastro-œsophagien, alors que d'enfants prennent des IPP, trop souvent incriminés parce qu'on a voulu calquer les toux chroniques de l'enfant à celles de l'adulte. Mais en fait, ça, c'est une pathologie de l'adulte. Chez l'enfant, ce n'est pas si fréquent que ça. C'est une pathologie trop souvent incriminée comme cause de toux chronique et surtout quand la toux est émétisante. Il y a une surprescription des IPP. Bon, heureusement que ça va beaucoup mieux maintenant. Il faut faire la preuve de la réalité du reflux par la pH-métrie qui doit montrer le reflux acide. Mais, ceci dit, même si à la pH-métrie on a des reflux acides, la corrélation tout-reflux, elle est très rarement retrouvée. Et en fait, ici aussi, on peut faire un test thérapeutique avec les IPP, mais uniquement si on a des signes digestifs. C'est-à-dire si vraiment l'enfant vomit, s'il régurgite ou si le grand enfant se plaint d'avoir des remontées, parce que ça peut arriver chez le grand enfant. Sinon, il ne faut pas le faire. Maintenant, la troisième situation, c'est que la toux, elle est toujours sèche. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'épisode gras. Et ça, il faut quand même penser à la pollution, c'est-à-dire du domicile, au tabagisme passif. Il faut penser aux polluants domestiques parce qu'il y a certains enfants, vous avez vu tout à l'heure les récepteurs de la toux, qui peuvent être très sensibles aux composants organiques volatiles. La pollution atmosphérique, on le sait maintenant que chaque fois qu'il y a des pics de pollution atmosphérique, eh ben, les enfants commencent à tousser. Alors, je dis juste 2 mots sur la toux psychogène. La toux psychogène n'est jamais nocturne. C'est toujours la journée. Elle peut survenir la nuit quand l'enfant est réveillé, mais pas quand il dort. Quand il dort profondément, il n'y a pas de toux. Alors, il y a des toux réfractaires et des entités plus rares maintenant. On commence à parler de syndrome d'hypersensibilité à la toux ou bien d'hypersensibilité à la laryngée. Ce sont des personnes qui ont des récepteurs, on va dire, trop sensibles. Donc, chaque fois qu'ils respirent une petite bouffée d'air froid ou bien un petit truc, ils vont commencer à tousser. Mais ceci dit, le diagnostic est quand même difficile à faire. Quand on revient à Ali tout à l'heure de tout à l'heure, bon, tout à fait normal, il n'a rien du tout. Les diagnostics possibles, 2 possibilités, pour moi perso. Soit des infections répétées des voies aériennes supérieures, c'est le diagnostic que je retiendrai en premier, soit la toux équivalente d'asthme. D'accord ? Pourquoi ? Parce que sa toux, elle est sèche, grasse, sèche, etc. Elle a démarré en saison automno-hivernale lors de la rentrée en crèche. Il y a souvent de la rhinite associée. Les examens cliniques, les radios sont tout à fait normaux. Et donc, moi, je vais patienter un petit peu et demander aux parents de patienter, mais il faut qu'il y ait une coopération parent-médecin très confiante et très importante.
Et on peut penser à une toux équivalent d'asthme également. Pourquoi? Parce que le papa, il y a une petite atopie familiale, le papa a une petite rhinite allergique. On peut se dire, oui, peut-être que lui aussi. On fait un test au bronchodilatateur lors de l'épisode de toux en spray et au corticoïde inhalé pendant 1 mois. Alors voilà, grosso modo, quand la toux est isolée, persistante avec ratio normal, elle est toujours grasse. On fait un examen ORL, si on a une cause ORL, c'est OK. Si l'examen ORL est normal, il faut penser à la bronchite bactérienne persistante, test thérapeutique, antibiotique. Si elle est sèche, ou sèche, grasse, sèche, etc., il faut penser d'abord aux infections répétées des voies aériennes supérieures, attendre 2 jusqu'à 4 semaines et la résolution en général elle est spontanée, mais en tout cas il y a une amélioration très importante. Si vraiment, sinon, si on n'est pas dans cette situation-là, on peut faire ce qu'on appelle le test thérapeutique au bêta-2, au corticoïde inhalé. Alors si ça marche, c'est très bien, on va poser le diagnostic de taux équivalent d'asthme, mais en fait ce diagnostic n'est posé que s'il y a récidive à l'arrêt du traitement. D'accord ? Si échec, à ce moment-là, il faut peut-être reprendre l'histoire clinique, repartir de zéro, penser peut-être à l'hypersensibilité des récepteurs de la toux ou bien à l'hypersensibilité laryngée quand la toux est toujours sèche et tout à fait isolée. Alors, je réponds à la question place d'énébullisation, elle est très limitée. Les bêta-2, lors de l'épisode de toux, on fait une nébulisation, mais au bout du compte, on fait une nébulisation, on ne sait pas si c'est que le fait d'hydrater les voies aériennes qui a amélioré ou bien c'est le produit lui-même. Donc en fait, ce qu'il faut faire si on veut poser le diagnostic, c'est d'utiliser un spray avec une chambre d'inhalation. Parce que dès qu'on donne du sérum et qu'on hydrate, eh ben, peut-être que la toux, elle va s'arranger. Maintenant, si la toux persiste beaucoup, on peut faire un essai qu'on a vraiment... On se dit, bon, il y a un petit peu d'atopie, cet enfant, il a la peau un peu sèche, etc. On va essayer les corticoïdes inhalés pendant 1 mois et on voit comment les choses elles se passent. Alors, le seul corticoïde inhalé en nébulisation, c'est le budesonide. Mais franchement, moi, à mon avis, faire des nébulisations à des enfants qui, tout simplement, acheter l'appareil, préparer les nébulisations, il faut que ce soit propre, c'est matin et soir, c'est vraiment chronophage, c'est lourd comme traitement. Donc, en fait, il vaut mieux essayer des corticoïdes inhalés avec un spray et une chambre d'inhalation. Voilà, je l'ai mis, préférence tout de même pour l'aérosol doseur. C'est uniquement un test thérapeutique, d'accord? Et si ça marche, si la bonne réponse au traitement oriente fortement le diagnostic, la récidive à l'arrêt du traitement pose le diagnostic. Bon, je vous parle très vite de la prise en charge en dehors des nébulisations. Les antitussifs rarement indiqués chez l'enfant et surtout chez le petit enfant de moins de 3 ans, d'accord? Le traitement étiologique, plus de 90% de guérison, fluidifiant mucolytique, mucorégulateur, peu d'efficacité selon toutes les études, mais nous, des fois, on est obligé de le donner en pratique privée quand les toux sont très sèches, ne serait-ce que comme placebo. OK? Alors, il y a les traitements non médicamenteux. Le miel, chez nous, au Maroc, on l'utilise beaucoup, le miel de la ruche. Mais il y a des études américaines qui ont montré que le miel, quand même, était plus efficace que le placebo comme antitussif. Et il y a les petits moyens qui peuvent rendre de grands services, faire inhaler de la vapeur d'eau chaude, laver les narines au sérum FI. Il y a les bonbons à la menthe chez les enfants de plus de 4 ans. Bon, le massage thoracique au Vicks et à l'huile d'olive, c'est très fréquent chez nous. Et en fait, le massage à l'huile d'olive avec une petite serviette dessus, ça peut aider. Vous savez, des fois, ça peut ne pas marcher, mais ça peut être un placebo. Boisson abondante et fréquente. Donc, en conclusion, la toux post-virale, elle peut durer jusqu'à 4 semaines. Il faut le savoir, parfois plus. Et il faut savoir patienter. La toux grasse isolée, mais complètement, et toujours grasse, et souvent en rapport avec une bronchite bactérienne persistante. La toux sèche nocturne isolée est rarement la seule manifestation d'un asthme. Donc la place des corticoïdes ou des bêta-2 en nébulisation ou en spray, elle est vraiment limitée. Et c'est vraiment utilisé uniquement comme test thérapeutique pour le diagnostic de toux équivalent d'asthme. Et j'ai fini. Voilà. C'est juste les références pour vous dire, voilà, d'où j'ai pris mes... Bravo, Rachid.